Imaginez, vous vous réveillez 100 000 ans en arrière. L'humanité n'en est qu'à ses débuts, mais vous savez déjà tout ce qui va se passer. Vous avez les moyens de tout réinventer, de repenser le monde tel qu'il aurait pu être. C'est le grand reboot. Si on recommençait le monde, donc, on devrait recommencer par la langue. C'est un peu l'élément fondateur de notre humanité. C'est dans tous les mythes. On le voit avec Prométhée, par exemple, où la parole et le feu sont ce qui font l'homme, ce qui le différencie de l'animal, ou la Bible, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu, ou dans l'islam, où Djibril dicte la parole de Dieu fondatrice de tout. Tous les mythes semblent faire converger le mot comme alpha et oméga de notre essence. C'est vrai que ça nous différencie des animaux. Pas dans la communication, les animaux sont capables de se parler entre eux, mais ça va être plutôt dans l'ajout de l'espace et du temps. Un singe, par exemple, ne pourra dire qu'il a faim, mais il ne pourra pas dire « moi, hier, avoir faim », ou il ne pourra pas dire « la tribu de singes là-bas est en colère ». Il n'y a pas cette notion qui est fondatrice pour l'univers et pour l'humanité que sont l'espace et le temps. C'est un concept complexe comme la langue, d'où pas mal de problèmes. Quand on regarde un peu dans ce qui est dit de la langue, toujours dans les mythes, il y a cette idée de punition divine. C'est le mythe de Babel, les hommes parlent une langue commune, ils sont capables tous ensemble d'ériger un monument qui va atteindre les cieux, qui va atteindre Dieu. Pour ça, Dieu va les punir, va diviser leur langue, ce qui va les empêcher de continuer la construction. Et c'est là d'où naissent les guerres, l'autre étant le barbare, le borborigme, celui dont on ne comprend pas la langue, blablabla, on ne comprend pas. D'où généralement une peur de l'autre qui se crée. Mais c'est aussi une chance. Quelque part, c'est une protection d'abord. Imaginons un simple exemple. Aujourd'hui, vos lectures, vos journaux sont écrits en français. Ils sont donc réalisés en France. D'accord ? Si maintenant la langue était mondiale, où penseriez-vous que tout ça se fasse ? Probablement, on peut imaginer, je sais pas, à New York, mais géographiquement, c'est quand même embêtant. Du coup, la langue resserre quelque part, reconcentre la géographie à un niveau plus humain, au niveau de la création de ce qui va être littéraire. Mais ça, on peut le voir aussi dans plein d'autres choses. Non, vraiment, ce qui va être plus intéressant, vraiment, dans la diversité des langues, c'est les possibilités d'échange, de création de sens. Je vais vous donner quelques exemples. En latin et en grec ancien, il n'y a pas de mot pour dire la couleur bleue. On peut dire kyanios, pour dire les yeux sont bleus, mais c'est aussi la couleur du vêtement de deuil qui est noir. Non, si on veut dire que le ciel est bleu, on va dire qu'il est clair. On veut dire que les yeux sont pâles. La hiérarchie des couleurs n'est donc pas tout à fait la même, c'est pas tout à fait naturel, ça se construit par le langage. Mais encore un exemple, les Russes n'ont pas de verbe être. Et ça c'est fondamental. Si ils veulent dire je pense donc je suis, ils disent je pense donc j'existe. C'est pas du tout la même chose. Vous le voyez dans la métaphysique, c'est l'être et l'avoir. Ils sont pas ça, donc enfin, ils le font différemment. Et ce qui fait que ça fait naître d'autres philosophies. La philosophie russe n'est pas la même que la philosophie occidentale, pas même la chinoise. Le langage a vraiment influencé cette manière de percevoir le monde. Pour les besoins de cette émission, on va imaginer que la langue universelle soit l'option choisie. C'est-à-dire que nous allons créer quelque chose qui soit pour tout le monde. Après tout, on recommence le monde, pourquoi pas faire en sorte que tous les hommes puissent se comprendre. Mais il ne faut pas se louper. Il ne faut pas réduire le champ des possibles. Il ne faut pas être trop européocentriste. Donc, étudier d'autres langues pour voir ce qu'elles ont à nous apporter, et si c'est pas plus intéressant de les intégrer à notre base. Voici donc 7 grandes problématiques pour créer une langue universelle. D'abord, la souplesse. Le français est issu d'une langue morte. D'accord ? D'où cette difficulté à créer de nouveaux mots. Alors, soit on va regarder dans ce qui se fait avant un latin, soit on regarde ce qui se fait à l'étranger. Donc on regarde par exemple dans Nietzsche, il avait plein de mots étrangers dans ses livres, presque à chaque phrase. Mais aujourd'hui, vous prenez surtout dans l'anglais, vous dites le mot buzz, le mot web, ou alors vous allez faire des jeux de mots, entre guillemets, c'est-à-dire associer deux éléments, par exemple en français, un mot récent, alicament, aliment plus médicament. Voilà, c'est un nouveau mot. Mais ça, c'est rien. Si vous voulez vraiment voir une langue qui joue avec ça, ça va être le chinois. C'est très intéressant. Si vous voulez dire le mot cratère, par exemple, vous allez associer l'idéogramme bouche et volcan. C'est pratique parce que quand on n'a pas un mot, par exemple les Chinois n'avaient pas le mot crise économique, ils n'avaient pas le mot crise, nous sommes en crise.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont inventé. Ils ont simplement associé temps et malheur. Ils ont pu créer des mots, ce que nous pouvons faire assez difficilement. C'est intéressant, mais allons plus loin. Mettons des valeurs dans la langue. C'est l'hypothèse de Sapir-Whorf. Les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques, c'est-à-dire que la façon dont on perçoit le monde dépend du langage. Ici, nous mettrons une valeur, disons, l'égalité. Prenons les registres de langue. En français, nous avons soutenu courant familier. Est-ce que c'est vraiment utile de le garder? Quand vous êtes né dans une famille qui parle un langage soutenu, vous parlez déjà cette langue, c'est dans votre habitus social. Mais si vous êtes parti avec le langage familier, si vous avez été bercé là-dedans, vous allez devoir faire un effort monstre pour atteindre l'idée de langage soutenu, pour réussir à le parler, pour réussir à entrer dans ce monde. Il y a donc une idée de classe là-dedans. Est-ce que c'est vraiment utile de le garder? Allons même plus loin. Est-ce que c'est vraiment important de garder la différence entre masculin et féminin? Je parle pas du tout débat actuel. Je parle vraiment si on reboot. Autant que faire se peut, imaginons. Il et elle. Bon, c'est chiant déjà de rajouter un E, de faire toutes ces conjugaisons. Non, c'est pas très utile. Ça va même plus loin. Le suffixe et, cigarette, petit cigare, pochette, petite poche, gendarmette, petit gendarme, suffragette. Oui, c'est pour les femmes. C'est problématique qu'il y ait ces choses un peu, péjoratives qui soient incluses dans la langue. C'est pas vraiment utile de les garder, je pense. En 3, la facilité d'apprentissage. Je vous fais pas un dessin, on en a tous souffert, on a dû apprendre la conjugaison. Le livre, le Becherel. Une énorme, un gros bouquin avec, à chaque fois, votre verbe qui va se différencier selon le je, tu, il, nous, vous, qui va en plus changer selon les temps. Parfois c'est même le verbe qui change complètement, il faut rajouter des R, il y a des verbes irréguliers, c'est bordélique. Tout ça, vous passez une grande partie de votre enfance à essayer de le maîtriser, et parfois adulte, vous ne le maîtrisez toujours pas. Est-ce que c'est utile de le garder? Non. Ce qui va être intéressant, ça va être d'utiliser des préfixes, des suffixes, un peu comme les Anglais. Par exemple, si vous voulez dire le futur, vous dites I will go, je vais y aller, donc vous rajoutez will. Si vous voulez dire que vous êtes en train de lire, I reading. Tout ça, donc, vous rajoutez un suffixe, mais vous pouvez le faire avec plein d'autres choses, comme la négation, les temps du passé, les temps du possible. Tout ça, on enlève l'idée de conjugaison et on rajoute simplement des mots, des syllabes pour créer ce sens-là. Ça existe dans quelques langues, par exemple dans le Swahili, qui est assez intéressant à étudier de ce point de vue. Et justement, c'est un bon exemple pour notre 4e point, la clarté. Il faut créer des consonnes simples, un alphabet clair. Aujourd'hui, vous avez des mots, vous les prononcez, vous les entendez, mais la façon dont vous bougez la bouche et créez le son est relativement proche pour une bouche étrangère. Je sais pas, on va prendre le A, le 1, mais le pire là-dedans, ça va être le chinois. Vous avez vraiment des mots qui changent du tout au tout selon un léger mouvement de la bouche. Et ça, c'est problématique. Il faut des sons clairs. Pour ça, on n'est pas obligé de se limiter à ce qu'on a aujourd'hui dans nos bouches. On va aller beaucoup plus loin. Par exemple, vous avez dans les langages africains d'autres sons qui sont créés. Vous avez les sons clics. Je vous fais un exemple. Voilà, je viens de vous insulter. Non, je rigole, je ne le parle pas du tout. Ça crée des sens dans la phrase, mais ça reste intéressant, ça reste des nouvelles syllabes, des nouveaux sons qui se créent. On a dans nos bouches un horizon de vocalises à découvrir. Et c'est justement ce qu'on va voir dans notre 5e point, l'économie des mots. Vous le savez, les Esquimaux ont 100 mots pour dire le mot neige. C'est ce qu'ils ont autour d'eux. Donc ils ont un mot pour décrire la neige liquide, la neige poudreuse. C'est leur imaginaire est fondé là-dessus. Nous, c'est pareil en Occident. On a 1000 mots, mais bon, c'est pour les organes génitaux. Chacun ses priorités. On touche ici au gâchis de mots simples. Il y a des choses très complexes qu'on décrit avec des mots vraiment très simples, très faciles à écrire, très courts. Est-ce que c'est pas un peu du gâchis? Prenons un exemple. L'effet. L'effet clochette, parce que, oui, je suis obligé de le préciser du coup, parce que vous pouvez entendre l'effet ou l'effet, vous savez pas. Du coup, l'exemple est plutôt bon, parce que on a gâché un mot, et surtout on lui a donné, différentes réalités qui vont dépendre du contexte, ou de la précision du locuteur, qui est problématique. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire des différences claires entre les différentes syllabes en leur donnant un sens, et c'est justement notre 6e point, la construction. On l'a vu tout à l'heure avec les Chinois, donc qui associent bouche et feu pour faire cratère. Nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, associer des syllabes, mouette par exemple. Bon, c'est un mot court, simple,
Si on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas vraiment le déconstruire, on ne sait pas faire émerger de sens. Du coup, on va essayer de reprendre ce mot en créant un nouveau. Pourquoi pas simplement dire que c'est un animal volant de mer, par exemple? Donc, allons-y. Prenons une syllabe donc pour animal, pour volant et pour mer. Disons pour animal zoo. Pour la mer ou l'eau en général, on dira mer. Et pour l'aérien, ce qui vole, on dira air. Je suis pas très original. Mouette se dirait donc potentiellement zoermer au lieu de mouette. 8 lettres pour donner un sens au-delà du mot. Et ici, je n'invente rien. Beaucoup de langues font ça et c'est l'occasion d'une créativité infinie sur le mot, l'art des mots, la représentation des lettres. Parlons d'écrit justement. C'est notre point 7, l'écrit. En Occident, on file des lettres pendant que les Chinois érigent des colonnes. C'est ce que disait Foucault. Ça aussi c'est important. C'est important d'avoir des lettres liquides pour l'écriture à l'encre et des lettres solides pour l'écriture au burin. Ça va surtout aussi dépendre du support dont dispose la civilisation. L'informatique apporte encore des modifications. On le voit, certaines lettres sont pas tout à fait celles de notre alphabet. Ça a été un petit peu changé pour être clair. Il y a des leçons à retenir de ça. Revenons aux lettres. Elles doivent être rapides à écrire et facilement lisibles. Ce n'est pas tout à fait le cas en français. En écriture liquide, beaucoup de lettres se ressemblent comme le U ou le V, ou le R, le N et le M, selon que vous mettiez 2 ou 3 ponts. Même en solide, pourquoi rendre O, Q et D si proches? Je vous laisse regarder votre clavier. Il reste pourtant plein de possibilités de formes de lettres simples à faire. Justement, pour nous, on augmenterait probablement le nombre de lettres, surtout les voyelles. Pour le E, par exemple, pour le OU, tous ces sons-là qui se créent aujourd'hui par association d'autres voyelles, comme E, AIT ou ER. Pourquoi ER se prononce E? C'est quand même pas tout à fait logique. C'était nos 7 points importants pour créer une langue universelle qui refondrait l'humanité. Mais au-delà de l'Uchronie, cette petite présentation doit nous aider à penser le présent. Aujourd'hui, la langue universelle, celle du pouvoir, de la diplomatie, de la science et des affaires, c'est l'anglais. En tant que francophones, nous avons un désavantage. Nous n'avons pas le même niveau d'anglais, la même fluidité de parole, la même rapidité de réflexion ou le même registre de langue que quelqu'un qui s'y baigne depuis sa naissance. La solution, assez peu réaliste, ce serait de mettre tout le monde sur un pied d'égalité en inventant une langue vernaculaire mondiale. C'est l'exemple du Swahili. Des Africains ou langues différentes peuvent se parler grâce à cette langue des voyageurs. Il y a aussi le pidgin entre anglais et chinois. Mais au-delà de tout ça, de ces arrangements à la réalité, il y a la question de la complexité du langage qui est posée. On perd tant d'années à essayer d'améliorer notre façon de parler, d'essayer de donner sens à certains concepts, de tourner certaines phrases dans tous les sens pour ne pas blesser. C'est beaucoup d'efforts et d'énergie perdus. Ça pourrait se régler en reprenant la structure depuis le début. Et beaucoup de gens y réfléchissent déjà en fait. C'est les communautés de langue makers. Des gens passionnés par la création ou l'apprentissage de conlangues, des langues construites. Vous en avez dans la fiction, avec Tolkien, Orwell, Ocran, Martins, dans la musique, avec Sigur Rós, et plus sérieusement dans des États comme l'indonésien, le serbo-croate ou l'hébreu moderne, des langues dites opso. À ce propos, nous terminerons sur une histoire que je vous invite vraiment à aller lire. C'est celle de John Kinchata qui a consacré sa vie à créer l'Inkwil, une langue parfaite censée pouvoir dire toutes les émotions des hommes. C'est la langue la plus précise qu'on ait jamais inventée. Il rêvait de devenir professeur à l'université, mais faute de moyens pour ses études, il est devenu ouvrier. Il a lu, travaillé, et voilà qu'à la fin de sa vie, il découvre tout un culte qui lui est voué. Des élèves du monde entier viennent l'écouter dans le fin fond de la Russie. Et pas que des gens bien, en fait. Des néo-nazis, des terroristes, des chefs de secte qui pratiquent sa langue pour ses vertus régénératrices pour le mental. Il découvre ça et c'est très émouvant. C'est la fin de ce premier épisode sur Reboot. Merci de l'avoir écouté. Partagez-le si vous voulez transmettre à votre tour ce savoir, parce que comprendre ces enjeux, c'est comprendre aussi le monde d'aujourd'hui et de demain. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour un prochain épisode de Reboot qui sont plein de nouvelles idées. Au revoir.